Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat pour le dernier numéro de la semaine, focalisé sur les questions minières. Et là-dessus, je reçois comme invité sur ce plateau M. Kemoko Touré. Il est l'ancien directeur général de la CBG et consultant. Monsieur Touré, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, monsieur Yallo. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette deuxième fois. Je vous remercie. Alors, je rappelle en synthèse que monsieur Touré Kemoko, comme je l'ai dit, est né à Faramoria, aujourd'hui Faramoria, si je ne me trompe, en Guinée. Faramoria, voilà. Et Kemoko Touré a étudié le traitement de la pollution, le droit, la finance et la comptabilité en France et occupé de prestigieux postes de responsabilité dans de grands groupes industriels en Europe et aux États-Unis. Il termine donc sa carrière professionnelle en 2014 dans sa Guinée natale, comme c'est écrit, en étant le premier Africain à diriger la compagnie des bauxites de Guinée CBG, la première entreprise au monde exportatrice de bauxite métallurgique. Là-dessus, on va parler tout à l'heure, la situation notamment de la CBG, l'actualité aujourd'hui relative à ce qui se passe à Kamsar, les récents soulèvements qu'il y a eu et votre expérience en matière de gestion de la CBG et puis d'autres actualités liées au monde minier en Guinée. Mais avant, vous êtes, au-delà d'être un fin connaisseur du monde des mines, aussi un littéraire, puisque vous vous êtes essayé à la littérature. Vous avez, je ne sais pas si c'est plus de 3 livres, mais je connais de vous au moins. J'ai écrit 3 livres. 3 livres, oui. Justement. En termes de mémoire, hein, vous avez appelé mémoire provisoire. C'est ça. Et le premier est intitulé Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Oui. Et le deuxième livre, mémoire provisoire, intitulé L'Afrique, parlons-en, oui. Avec des sous-titres, des histoires coloniales, des histoires politiques, des histoires économiques, des histoires de valeurs et de culture, et puis des histoires et défis de développement. Donc, troisième livre, mémoire provisoire, intitulé En quête d'excellence, souvenirs de Guinée et d'ailleurs. C'est une autobiographie. Voilà, alors on va faire un peu de littérature d'abord. Comment est venu ce goût d'écrire pour un technicien, un homme qui est plus rompu à la pratique comme vous? En fait, je vous remercie de faire référence à ces livres. En réalité, j'ai toujours été intéressé par la littérature. Par l'écriture. Par l'écriture. Disons que j'avais plutôt une fibre littéraire, mais à l'époque, pour les gens de ma génération, dès que l'on travaillait bien, ou très bien, on avait tendance à être orienté vers les sciences. Donc j'ai naturellement, après le certificat d'études, l'examen d'entrée en 6e, j'étais orienté, à l'époque en 61, au lycée technique de Donka, qui était à l'époque donc le grand lycée de Guinée, et dans les sections scientifiques. Et donc j'ai continué mes études scientifiques jusqu'au baccalauréat ici. Et en 67, c'est il y a 50 ans, j'ai quitté la Guinée pour aller en Europe, en France en particulier, poursuivre mes études. Donc, mais en réalité, j'ai donc continué dans cette voie pour au moins terminer avec un diplôme scientifique au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et j'ai ensuite complété ceci par des études de droit, d'économie, de gestion d'entreprise, d'expertise comptable en particulier. Donc, mais j'ai toujours, pendant ce temps-là, pris quelques notes, parce que j'ai toujours voulu, à un moment ou à un autre de ma vie, écrire. Et donc, compte tenu de la très grosse charge de travail que j'ai eue pendant pratiquement 45 ans de travail, d'activité professionnelle, je me suis mis immédiatement à l'écriture dès que j'ai quitté la compagnie des bauxites de Guinée. D'accord. Donc j'ai commencé par témoigner de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais fait avec cette société. Avant d'être d'abord DG de la CBG, quand vous étiez en Europe et aux États-Unis, toute cette expérience accumulée, après l'expérience de la CBG, vous avez décidé de coucher ça sur du papier. Donc, on va peut-être parler d'abord de la première œuvre, qui est donc Mes années passées
à la tête de la CBG. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? Je rappelle que vous nous avez donné notamment les copies de chacun de ces livres, mais pour rafraîchir la mémoire donc, des téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier livre? Ça a été le premier des 3. Oui, c'était le premier des 3, ce sont les 3 livres publiés. J'ai appelé ça mémoire provisoire. Ce sont des livres qui font appel à ce que j'ai vécu et à titre personnel. Et les livres qui vont venir sont des livres plus techniques, des livres professionnels. Donc, comme là, je suis en train de travailler sur un livre sur l'initiation à la gestion d'entreprise. D'accord. En fait, le livre sur la CBG, en arrivant dans cette société, j'avoue que bon, j'ai été recruté sur appel chasseur de tête, par un chasseur de tête auquel le conseil d'administration avait fait appel. J'étais en France et j'ai eu la surprise, l'agréable surprise de pouvoir travailler dans une société en Guinée. Et donc, pour ma part, avec ce que je savais à peu près faire, contribuer aussi au développement du pays. Donc j'étais ravi de pouvoir venir travailler en Guinée. Et je suis tombé sur la CBG, qui est, j'allais dire, la Guinée en miniature. Et c'est là où j'ai véritablement découvert mon pays, dans ses composantes sociologiques, dans ses comportements, et dans le comportement de ses habitants, et dans le comportement aussi de l'élite. Tout à fait. Et donc, c'est une société industrielle de grande classe, où les travailleurs sont très spécialisés, sont très bons, mais naturellement, où l'on rencontre toutes les tares aussi de notre société en général. C'est-à-dire cette tendance effrénée au gain personnel, cette tendance à sacrifier l'intérêt collectif à l'intérêt individuel, et cette tendance à ne pas prendre en compte le fait que en travaillant pour cette société, on travaille également pour la Guinée. C'est ce que j'appelle la conscience individuelle de la responsabilité collective, autrement appelé le patriotisme économique. Donc j'ai traversé beaucoup de situations qui m'ont parfois réconforté, d'autres qui m'ont déçu. Et j'ai voulu partager avec la jeune génération, avec peut-être les futurs capitaines d'industrie de Guinée, comment un responsable d'entreprise qui a pour principe de vouloir être exemplaire dans ses responsabilités, c'est-à-dire de ne jamais détourner un centime de structure qu'il dirige, comment on peut à la fois être un Africain et par la volonté que l'on a de réussir et de faire réussir les siens, devenir le meilleur dans la direction d'une entreprise qui a été jusqu'à ces dernières années toujours sous le contrôle, géré par l'Occident, par des étrangers. En parlant justement de meilleure gestion, et pour parler de ce premier de vos livres, qui est donc Mes années passées à la tête de la CBG, la compagnie de bauxite de Guinée, et je le rappelle toujours que vous avez été le premier Guinéen et noir donc à gérer cette compagnie depuis qu'elle a été créée. Alors, on connaît de vous une performance dans la gestion de cette compagnie. Alors, est-ce que le but de ce livre, c'était de montrer à tous ceux qui vous succéderont à la tête de cette CBG, mais à tous ceux qui ont un regard pointé sur cette zone minière, sur cette société, comment vous avez pu réaliser ces performances? Quelles ont été vos astuces, votre démarche en clair? C'était cela le but? En réalité, en prenant cette responsabilité, j'avais deux situations en tête que j'avais d'ailleurs indiquées à ceux qui m'ont recruté pour ne pas tricher avec ce que j'allais faire. La première chose, c'est que j'ai l'habitude de diriger des entreprises. J'ai dirigé des entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie. Donc j'ai quand même l'habitude de diriger des entreprises. Donc mon premier objectif était de réussir la direction de l'entreprise. Et cela, quelle que fût l'entreprise
et quel que fût l'endroit où elle se trouve. Et donc j'avais cette ambition qui est naturelle pour un responsable d'entreprise. Le deuxième aspect, c'était, comme c'était en Guinée, dans mon pays natal, je voulais aussi prouver que l'on pouvait être noir, être né dans un village, et que par l'éducation, on s'élève, et par le maintien de certaines valeurs, on devient un leader, et on peut réussir avec ces personnes que l'on considère comme étant non performantes. Donc j'ai trouvé une entreprise qui était composée à 99% de Guinéens, et je me suis attaché à travailler avec ces personnes et à réussir à mieux réussir que tous ceux qui m'ont précédé. Et ce n'était pas une ambition, j'allais dire, de vanité personnelle. En termes de gestion de ressources humaines, tout comme de revenus. De gestion technique, de gestion de ressources humaines, de gestion relationnelle, j'ai voulu faire la démonstration que lorsqu'on était déterminé, que l'on avait une vision claire de ce que l'on veut, et que l'on avait aussi une aptitude à faire adhérer les gens, mais aussi à accompagner les actions, les contre-performances par des sanctions connues et appliquées, on pouvait réussir aussi bien en Guinée que partout ailleurs dans le monde. Et ce sont simplement ces attitudes-là qui m'ont permis de réussir avec les travailleurs de la CBG, d'abord en arrêtant immédiatement, dès mon arrivée, toutes les attitudes d'abord de népotisme, c'est ces recrutements basés sur les connaissances ou les parentés. Ceci a été tout de suite mis au banc des pratiques. Et la deuxième chose, c'est arrêter les vols. Et la règle instaurée immédiatement, écrite dans les procédures, était que toute personne qui était prise en flagrant délit de vol était licenciée. Et cela fut appliqué de manière rigoureuse. Arrêter les conflits d'intérêts, et puis aussi travailler sur la convention de l'entreprise pour voir si l'entreprise profitait bien de toutes les possibilités qui lui étaient offertes par le contrat, aussi bien du côté des partenaires que du côté du gouvernement. Et également regarder cette population autour et puis travailler avec elle pour voir ce que la société pouvait faire, mais aussi bien expliquer ce qu'était le devoir de la société et ce qu'était de la responsabilité de l'État, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et enfin, travailler à l'espoir pour les jeunes autour de l'entreprise qui n'ont pas de place à la CBG, mais comme la CBG contribuait à aider les populations environnantes par le versement de sommes, eh bien, une partie de ces sommes a été consacrée à l'aide à la création d'entreprises pour les jeunes des zones d'implantation de la CBG, c'est-à-dire la région de Bokeh, en particulier Kamsa, Sangaredi. En quelque sorte, je veux dire, l'effet attendu de ce témoignage que vous avez fait dans ce livre, mes années passées à la tête de la CBG, j'imagine, c'était de permettre aux uns aux autres d'en tirer, je ne sais pas, des conseils, des expériences qui puissent guider, comme je l'ai dit, ceux qui vous ont succédé et tous ceux qui sont autour. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à Bokeh, je veux dire à Kamsal? C'est la question que je vais poser tout à l'heure, peut-être dans la deuxième partie de l'émission, pour savoir est-ce que l'image qu'il y avait quand vous quittiez la CBG, c'est la même image, c'est les mêmes conditions de vie et de travail. On en parle là tout à l'heure. On va passer donc au deuxième livre, à votre deuxième œuvre. C'est celle intitulée L'Afrique, parlons-en. Je ne sais pas si vous avez lu, ou bien si vous avez un côté historien, ou je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre-là aussi, en parlant par exemple des histoires coloniales, des histoires politiques, des histoires économiques et des valeurs de culture, puis des histoires et défis du développement? Je suis un passionné d'histoire, et en particulier l'histoire africaine. Bon, lorsque j'étais en Europe, j'étais très concentré aussi sur, en particulier, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Donc j'ai effectivement, comme tout Africain résidant à l'extérieur, je n'ai jamais oublié la Guinée, en particulier, et l'Afrique en général. Donc j'ai regardé un peu l'évolution de cette Afrique
depuis que nous avons les indépendances. Et j'ai eu le privilège de travailler pour des groupes multinationaux qui, dont certains ont des chiffres d'affaires 3 fois ou j'ai souhaité qu'il y avait un chiffre d'affaires qui était, je dirais, 30 fois plus élevé, pratiquement, vous voyez, que le PIB de la Guinée. Donc, vous voyez, ce sont des groupes très importants. Et j'ai vu aussi comment ces groupes performaient. Et j'ai travaillé aussi bien dans des sociétés très développées, comme l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi des pays développement intermédiaire, comme le Pakistan, le Mexique, la Corée, vous voyez, la Corée du Sud, à l'époque, qui est aujourd'hui un pays développé. Et j'ai vu, par exemple, la Corée se développer, et je sais comment, vous voyez. Et donc, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse un essai, c'est un essai, pour dire un peu quelle est ma compréhension de tout ce phénomène. Donc je suis parti un peu de la conférence de Berlin, qui a été organisée de novembre 84 à février 85, et par 14 pays, dont 13 royaumes, vous voyez, et la France à l'époque, donc, qui était une république, déjà, et en fait, c'était 14 pays qui se partageaient toute l'Afrique. Absolument. Vous voyez. Et après cette conférence, en fait, pour éviter les guerres entre les belligérants, et c'est là où je dis que les Africains doivent apprendre l'histoire, notamment ceux qui nous dirigent, pour qu'ils comprennent que nous avons les mêmes intérêts. Et il faut savoir parler d'une même voix. Eh bien, ces puissances, à un moment donné, avant 84, s'entre-déchiraient un peu de manière sauvage pour occuper le continent africain. Eh bien, elles ont trouvé le moyen de se mettre ensemble. Pour parler d'une même voix, pour dire ce continent-là nous appartient. Nous allons donc établir des règles de son occupation. C'est-à-dire, toute puissance qui pénètre un endroit et qui établit avec les autorités de cet endroit un accord, devient propriétaire du coin. Évidemment, c'était par les tromperies, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, c'est un rapport d'amitié et tout ça, mais en réalité, c'était des accords d'occupation. Absolument. Vous voyez, par exemple, moi, d'Almoria, mon arrière-grand-père était un des signataires, par exemple, d'un accord qui était fait au niveau du Moria. Vous voyez, j'ai notamment mis dans ce livre un accord qui a été signé et que l'appelle l'accord de Subouya. Vous voyez, c'est un accord d'occupation. Bon, mais c'est pour dire un peu que les autres, lorsqu'ils sont en conflit, ils savent se mettre ensemble, et puis chacun naturellement a conscience de l'intérêt qui est le sien, mais ils savent se mettre ensemble pour éviter de s'entre-déchirer, pour mieux partager les intérêts. Donc je rappelle un petit peu cette historique. Et puis j'ai dit aussi comment l'Afrique, après avoir subi l'esclavage, a subi la colonisation. Nous avons passé pratiquement 300 ans de soumission, d'exploitation. Et je relate un peu certains points, certaines anecdotes des guerres auxquelles les Africains ont participé pour la France. Guerre de la libération. Voilà, tout le monde connaît un peu le problème de Tiaroy, vous voyez le camp de Tiaroy, ces soldats africains qui avaient été démobilisés sans solde et qui ont voulu réclamer bruyamment leur solde. Ils étaient à peu près 1300, on en a tué 70 comme des animaux, et puis les autres ont été renvoyés, chez eux, à peu près 130, 140, vous voyez, et pour de simples soldes. Parce qu'ils pensaient, parce qu'ils étaient des soldats qui avaient vu que les Blancs étaient mortels. Les Blancs étaient mortels comme eux. Donc ils avaient moins de complexes. Mais ceci a été réprimé dans le sang, vous voyez. C'est d'ailleurs Maître Lamine Gueye qui les avait défendus à l'époque, vous voyez. Je rappelle un peu cela. Je rappelle l'histoire d'une veuve qui avait perdu ses 2 enfants dans les 2 guerres, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, et qui a mis un temps fou à récupérer simplement les soldes dus à ses enfants, vous voyez. Et alors que en métropole,
Et toute personne qui disparaissait avait tout de suite ses droits qui étaient... Donc c'est pour un peu dire aux Africains, écoutez, pensez à votre pays, pensez à votre continent, personne n'y pensera pour vous. C'est clair. Voici l'histoire telle qu'elle se répète. Il parle un peu des explorateurs, de certains gouverneurs comme Faidherbe au Sénégal, qui est très populaire au Sénégal, et qui a été le tombeur de l'âge mortal, vous voyez, ce dernier a fui le Sénégal. Mais c'était des répressions sauvages, vous voyez. Pour occuper voilà. le continent. Et j'ai dit, voilà un peu comment l'Afrique s'est développée, voilà comment les choses se sont déroulées. L'esclavage, je pense que nous savons tous, mais à la fin, pour dire attention, arrêtons de considérer que tout ce qui se dit là-bas est la vérité. Ce que nous considérons aujourd'hui comme la vérité, les théories économiques, les théories politiques, ce sont des choses qui sont venues par progression, par tâtonnement. Et on arrive à des conclusions selon les contextes. Et puis ça évolue selon l'histoire. Et nous, parfois, nous prenons ces choses et nous les récitons un peu comme des enfants, des citations de Paul de Pierre-Jacques, mais sans véritablement les avoir intégrées, intériorisées. Et ceci parfois nous gêne dans la mise en place de programmes qui nous sont communs. Ensuite, je parle un petit peu de la femme, un peu de tous ces complexes qui nous sont transmis. Vous voyez, des grosses perruques, des fossiles, vous voyez, des choses qui ne sont pas nécessaires. Et je dis que la femme d'élite doit être exemplaire pour les jeunes femmes qui grandissent, pour que, non pas revenir à l'Antiquité, mais pour que la femme africaine ait aussi sa spécificité. Et puis je parle des jeunes, pour dire que cette jeunesse-là, il faut qu'elle soit entreprenante, mais elle ne peut pas décréter d'être entreprenante. Il faut créer les conditions pour qu'elle le soit. Et à Kamsar, les actions qu'on avait faites par exemple là-bas ont montré que des jeunes qui n'étaient pas des universitaires, lorsqu'ils sont lancés avec détermination sur un projet, ils pouvaient réussir. On en parlera tout à l'heure. Donc comme pour dire que ce deuxième livre, L'Afrique, parlons-en, est une sorte de source pour les générations actuelles d'aller un peu s'abreuver là pour peut-être se rappeler. Et je vois un lien un peu avec l'actualité, bien entendu, le combat que le président de la République de Guinée est en train de mener aujourd'hui sous sa casquette de président exil de l'Union africaine, quand il chante partout que l'Afrique doit désormais parler d'une voix. J'ai l'impression que ça se recoupe un peu avec votre rappel historique. Oui, écoutez, je suis heureux de l'avoir écrit avant, mais c'est bien, et je pense qu'il y aura la pédagogie nécessaire au niveau de tous les responsables africains. La pédagogie nécessaire, c'est-à-dire que le rappel historique, le pourquoi, la nécessité de cela, cela ne veut pas dire s'opposer aux autres. Cela veut dire simplement exister en tant qu'Afrique. Vous voyez, comme les autres existent en tant qu'Asie, comme les autres existent en tant qu'Europe. Exister en tant qu'Afrique pour que l'Afrique soit entendue. Je ne sais pas si vous avez suivi l'élection de M. Trump à la tête des États-Unis. Eh bien, l'Afrique n'existait pas. Les chefs africains pris individuellement, aucun ne représentait quelque chose. Vous voyez? Absolument. Mais si l'Afrique avait été l'Afrique, eh bien, les responsables africains, au moins les représentants africains, auraient été immédiatement reçus. Pourtant, il y a d'énormes intérêts américains en Afrique. Absolument. Mais seulement, nous n'avons pas su mettre l'Afrique en valeur. Les intérêts ensemble. Voilà, exactement. Vous voyez? Bien. Voilà, donc on va tout à l'heure parler de votre troisième livre, cette fois-ci, intitulé Enquête d'excellence, souvenirs de Guinée et d'ailleurs, mais ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre invité du jour, M. Kémoko Touré. A tout de suite donc, après la petite pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes
par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Café Débat qui est aussi diffusé sur nos partenaires de libreopinionguinée.com. Et comme invité, je l'ai présenté tout à l'heure en première partie d'émission, M. Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG, consultant. Avec lui, on va tout de suite parler de mine, mais avant, nous terminons le volet de un peu sa casquette de littéraire, d'écrivain, puisqu'il s'est essayé à écrire et pour l'instant, il a donc dans sa besace 3 livres déjà. Mes années passées à la tête de la Guinée, de la compagnie de bauxite de Guinée, je vous souhaite aussi que vous soyez à la tête de la Guinée un jour. Je n'ai pas cette ambition. Vous voudrez bien gérer la Guinée ce jour. Et puis le deuxième livre, L'Afrique, parlons-en, dont vous venez de parler tout à l'heure à la fin de la première partie. On va parler à présent du troisième livre, Enquête d'excellence, souvenirs de Guinée et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet autre livre? Bon, là, ce sera plus court, c'est une autobiographie. J'ai eu, donc, je vous l'ai dit, la chance d'avoir un parcours qui peut être un parcours, on peut dire, très riche. Qui peut être un rêve pour beaucoup de personnes. Et malheureusement, les émigrés guinéens, du fait du régime qui prévalait à l'époque, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie dans cette immigration. Et certains ont souffert le calvaire, dont moi-même, mais moi j'ai eu la chance de m'en sortir. Donc j'ai voulu un peu dire comment, comme beaucoup d'autres, venant de mon village, par l'école, j'ai pu, par l'école et riche de mon éducation et des valeurs que j'avais, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu m'en sortir ailleurs, très jeune. J'ai accroché, j'ai relevé les défis pour exister d'abord, et ensuite pour réussir relativement, c'est-à-dire faire des études, avoir un travail, construire une famille, et puis aider mes enfants à se développer. Donc c'est un peu ce que je raconte ici. Je dis que j'ai été et je suis toujours en quête d'excellence personnelle, c'est-à-dire essayer de faire le mieux possible, de pousser mes capacités au maximum pour que je me sente le plus en accord avec moi-même et pour que je sois aussi le plus utile possible aux personnes qui peuvent avoir confiance en moi et à qui je peux transmettre ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça quête d'excellence. Eh bien, cette quête ne sera jamais achevée, mais au moins je l'ai commencé. Oui. En tout cas, c'est aussi, on peut dire, une sorte de partage d'expérience indirectement avec tous ceux qui pourraient lire ce livre de vous, qui ne pourraient pas forcément vous rencontrer, mais qui pourront découvrir là, Kemoko Touré, qui est un modèle de réussite. Comment est-ce qu'il a réussi? C'est un peu votre parcours que vous relatez là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, un parcours si riche, ça se sent dans votre CV, où en voyant par exemple votre expérience professionnelle
Vous avez commencé par j'étais manœuvre, être manœuvre oui. ouvrier, 3 ans durant, 7 ans dessinateur industriel, technicien et ingénieur, 14 ans comptabilité, finance, audit, système d'information, marketing et vente, achat, logistique, stratégie, productivité, gestion des risques, ressources humaines, et puis 23 ans en direction générale en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Longue période de résidence professionnelle en France, 37 ans, en Allemagne 2 ans, aux États-Unis 2 ans et en Guinée 4 ans. Séjour de travail de plusieurs mois sur plusieurs années en Corée, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, au Japon, au Mexique et puis au Pakistan. 4 années d'enseignement à temps partiel, contrôle de gestion à Toulouse, Business School, 2 ans et droit commercial à l'UIT, Paris. Litaneuse. Villetaneuse. Voilà, voilà. Et 13e Villetaneuse, c'est ça. Oui. Domaine d'activité, traitement de l'eau, électronique automobile, équipement aéroportuaire, gestion énergétique du bâtiment, chauffage, climatisation, protection contre l'incendie, surveillance électronique, mine, bauxite, extraction, manutention, traitement, expédition. Alors, c'est beaucoup. Hein? Domaine de compétences, direction générale d'entreprise, finance, comptabilité, trésorerie, mise en place de logiciels de gestion, diagnostic auto-optimisation des flux chaînes de valeur, santé, sécurité, environnement, certification ISO, direction de fraude, études, contrat, gestion de projet, ressources humaines, conseil et formation. C'est beaucoup. Alors, on va passer à l'actualité. Je l'ai dit tantôt, vous avez été directeur général de la CBG. Aujourd'hui, il y a du bruit, par exemple, dans les zones minières. Notamment, à Boké, on a vu récemment les soulèvements. Et plus précisément, dans la zone de la CBG aussi, il y en a eu. Aujourd'hui, quel est je sais pas, l'image que ça vous renvoie? Ce qui se passe aujourd'hui à Kamsar, on a vu des populations se soulever, il y a eu des morts, il y a eu des casses, parce que pour eux, ils ne vivent pas bien. Les conditions minimales que la société doit réunir pour les populations ne sont pas là. On parle d'électricité et on parle aussi des revenus de la société pour les populations. Comment vous avez analysé cette situation actuelle à Kamsar? D'accord, si vous permettez, pour en finir avec les livres, je voudrais juste préciser, parce qu'on me le demande souvent, les livres on les trouve à Lamantang, Lamantang Guinée, en ville, au Kaloum, et puis au carrefour de Guinée, à la librairie Carrefour de Guinée, à la Minière. Pour tous ceux qui voudraient se procurer l'un de vos 3 livres. Pour tous ceux que cela peut intéresser. Donc voilà, je vous remercie pour les questions concernant les conflits et les zones minières. Eh bien, les conflits sont d'ordre différent. Je pense que, bon, vous avez parlé de Boké. Vous souhaitez que je parle de Boké avant ou de comme ça? Bien entendu, en commençant par Boké. Donc Boké, il y a eu des troubles, mais mon niveau d'information lié aux lectures que j'ai faites et aussi aux nouvelles que j'ai écoutées ou regardées. Eh bien, en ce qui concerne Boké, je dirais d'abord, en préliminaire, qu'il faudrait que nous apprenions, et ça je lance un appel aux populations guinéennes, nous devons apprendre à nous fâcher, peut-être à nous révolter, mais sans casser ce qui a été construit. Tout ce qui a été construit, tout ce qui est construit par l'État l'est par le fruit de nos impôts, par le fruit de notre travail. Donc lorsque nous cassons les édifices publics, en quelque sorte, c'est comme si nous jetions nos efforts par la fenêtre. Parce que l'État, ça n'est pas un individu. L'État n'est personne. Donc vous pouvez ne pas aimer un président, vous pouvez ne pas aimer un ministre. Bon, ben, si vous avez des motifs de vous révolter, révoltez-vous dans le cadre de la loi, hein, mais évitez de détruire les édifices que l'on a mis 60 ans, parfois, à construire chez vous. Vous voyez, c'est comme si vous détruisiez votre propre maison. Donc ça, c'est quand même important. Et le deuxième point, mon analyse de Boké en tant qu'ancien responsable de la CBG, Boké avant avait été partiellement alimenté par un don d'électricité que faisait la CBG. D'accord. Et quelques heures par jour. Et puis ensuite, l'État a pris le relais, a construit une centrale. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais été sollicité pour aider à l'implantation de cette centrale. Et certains de mes collaborateurs techniques ont travaillé avec les techniciens DDG pour la mise en place
des groupes. Vous voyez? Bon, mais on avait même envisagé à l'époque que la CBG aida à la sélection des groupes. Mais subitement, je n'ai plus entendu parler. Bien. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Et puis les groupes sont venus. Bien. Donc je ne sais pas pourquoi subitement on n'a pas été associé après à l'achat des groupes. Mais toujours est-il qu'on a installé des groupes pour alimenter Bokeh. Et bon, d'après ce que j'ai lu, certains de ces groupes sont tombés en panne. Et l'alimentation en électricité s'est faite rare. Tout à fait. Mais donc les populations, ceci a été la mèche qui a provoqué l'incendie. Mais il y a eu aussi, à travers les différents mouvements qui sont succédés à Bokeh, des accords avec les pouvoirs publics et autres. Et j'ai le sentiment que c'est le traitement de ces accords qui n'a pas été conséquent, suffisamment conséquent, tout à fait, pour que les populations soient rassurées. Parce qu'au-delà de cette affaire d'électricité, il y a l'effet de l'exploitation minière sur la vie des habitants de Bokeh, les retours économiques de ces exploitations qui n'est pas satisfaisant. Voilà, les paroles données, et les réalisations, est-ce qu'il y a une corrélation, un suivi, une application systématique et responsable des engagements pris? Ma compréhension, c'est que en toutes circonstances, il est important d'abord, quand une société minière vient s'installer, les populations ne peuvent pas lire les conventions. Il faut avoir une action préalable pédagogique vis-à-vis des populations, par les autorités minières de l'État, mais aussi par les autorités locales, instruites par ceux qui ont signé la convention, pour que l'on explique aux populations quel est le cadre dans lequel ces sociétés viennent s'installer. S'il y a une nuisance provisoire, cette nuisance provisoire, quel est son objet, quelle est sa durée, mais en même temps, lorsque vous demandez aux gens d'accepter des sacrifices, les gens aujourd'hui ont des doutes sur l'affectation des taxes qui sont payées par les sociétés destinées aux localités environnantes des mines, ont des doutes sur la mise effective à disposition de ces sommes. Donc il faut de la transparence aussi dans ce processus. Lorsque vous associez ces deux éléments, vous créez de l'espoir et vous voyez aussi, et lorsque vous réalisez aussi les promesses qui sont faites progressivement, eh bien les populations se tiennent tranquilles. Parce qu'elles savent que l'engagement pris est tenu, même s'il est tenu de manière progressive, elles savent qu'on est sur un chemin qui est le chemin tracé qu'elles ont accepté. Et comme si ce n'était pas que les citoyens ou les populations de cette zone qui étaient affectées ou frustrées par ce genre de situation, il y a eu la situation aussi de ce village-là, de Kolabouigny, donc dans Kamsa, et la CBG est donc concernée. Vous êtes passé par la CBG. Ces genres de troubles, on ne les a pas connus en votre temps. Donc c'est de dire comment, est-ce que ces troubles comme ça, ou est-ce que ces menaces comme ça, ou est-ce que ces soulèvements comme ça qu'il y a eu à Kamsa, il y a eu des velléités comme ça en votre temps, comment vous avez pu les gérer, ou comment vous avez fait pour ne pas qu'il y ait des situations comme ça? Je pourrais parler en particulier du cas de Kamsa de Sangaredi, qui sont les zones principales de la CBG. Kolabouigny est un mi-chemin entre Kamsa et Bokeh. Mais Kolabouigny, je pense que les choses sont devenues sensibles à Kolabouigny depuis que les camions remplis de bauxite traversent. Donc là, la population est devenue plus sensible à l'existence de la nuisance. Vous voyez? Parce que la CBG, c'est par le train. Donc le tracé est connu depuis maintenant 54 ans. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui sont totalement arrêtées. Et là, il n'y a pas de nuisance particulière en termes de pollution directe. Bon, il y en a des gens qui se plaignent du bruit, mais souvent, ce sont des personnes qui se sont rapprochées de manière illégale des chemins de fer. Parce que je crois que dans la loi guinéenne, dans les règlements des chemins de fer en Guinée, les habitations doivent se trouver au moins à 25 mètres de part et d'autre du chemin de fer. Mais il y a des gens qui viennent construire leur maison pratiquement au niveau du chemin de fer, souvent pour éviter d'acheter des terrains avec les titres fonciers, puisque cet espace-là
de 25 mètres de part et d'autre est un espace qui appartient au domaine du chemin de fer. Mais lorsque vous prenez 15 mètres dessus, évidemment, dans ce cas-là, personne ne vous demande de payer quoi que ce soit, mais vous avez le bruit du train et le risque aussi, s'il y a un déraillement à votre niveau, de mourir. Tout à fait. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne le point. Donc je pense sur les camions chargés qui traversent la bouille, qui ont sensibilisé cette population à ce problème de nuisance. Donc la révolte, les causes profondes de la révolte, je ne les connais pas, mais en tout cas je pense que c'est un des éléments. Bien. En ce qui concerne Kamsar, la CBG donne de l'eau partiellement à Kamsar. La CBG a construit et équipé une centrale électrique à Kamsar, destinée à Kamsar village. Vous voyez? Mais cette centrale électrique, nous l'avions maintenue à un moment donné et nous donnions l'électricité à des périodes particulières aux populations. Et à un moment donné, le président de la République a voulu que la population ait l'électricité sur une durée plus longue et de manière régulière. Mais nous avions signé un contrat avec l'État par lequel l'État, disons, nous remboursait à la CBG le carburant pour ces centrales. La CBG avait restauré les groupes et assuré la maintenance. Maintenant, je ne sais pas où en est ce contrat. Mais toujours est-il que pendant que j'y étais, ce contrat a été appliqué et le village avait, évidemment, il fallait que ce sont des villages qui grossissent très vite. Comme ça, le village, c'est à peu près 340 000 habitants. Donc il grossit très vite. Mais toujours est-il qu'ils avaient l'électricité à peu près 8 heures par jour et cela créait une tranquillité. La deuxième cause de la tranquillité, c'est que, vous savez, quand il y a un espoir réel, les gens sont patients. J'avais constaté que les jeunes ne pouvaient pas tous travailler à la CBG. Donc, j'ai encouragé ces jeunes à créer des entreprises et la CBG leur prêtait de l'argent pour développer leur entreprise. Des activités. Voilà. Et au bout d'un an, sans remboursement, elle commençait à rembourser sur 3 ans. Voyez. Et le produit de ces remboursements était réutilisé pour créer de nouvelles entreprises. Je crois qu'après moi, bon, mon successeur, je ne sais pas, d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas poursuivi. Et bon, peut-être. Il a rompu donc. Peut-être que ça. Oh ben, vous savez, cette démarche. Vous savez, l'efficacité, comment dirais, l'efficience n'est là que lorsqu'il y a continuité dans l'efficacité. Si vous créez une interruption, vous provoquez des frustrations. C'est clair. Donc peut-être que les jeunes ont été frustrés du fait de la non-poursuite immédiate de cette bonne pratique, qui était une assurance, une certaine assurance pour cette jeunesse de se développer. Il y avait une opportunité en plus de devenir entrepreneur, parce que ce n'était pas un cadeau, c'était un prêt qui remboursait. Mais au moins ils étaient assurés de pouvoir, à un jour ou l'autre, accéder à ce prêt. Donc ce phénomène-là était un des éléments. Et je pense que peut-être aussi que la centrale que j'ai laissée en fonctionnement a eu peut-être des difficultés techniques et peut-être ces difficultés n'ont pas été corrigées. Mais vous savez, les causes d'une révolte populaire sont difficiles à analyser parce que vous avez des petites frustrations, vous avez des privations et puis à un moment donné, il y a des phénomènes de leadership qui se développent et qui allument la flamme, qui enflamment la situation. Donc comme ça, je pense que c'était un peu ça. Mais je dis donc en fait, aujourd'hui le problème, sinon d'éventuelles solutions, ce serait quoi? Ce serait comment vous voulez dire, de prendre en compte effectivement les problèmes des jeunes, de ceux-là qui ne travaillent pas directement au sein de la société, les problèmes de population. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Une solution humaine. Parce que le problème de l'électricité, j'allais dire, c'est la conséquence des choses. Il faut créer de la valeur économique sur place qui puisse permettre de satisfaire les besoins matériels. Cette valeur économique, on peut la créer il y a des sommes qui sont payées par les sociétés en taxes locales, contributions locales. C'est des sommes qui sont destinées aux populations locales. Eh bien, on peut prendre une partie importante de ces sommes et puis mettre en place, par exemple, un fonds de financement d'aide à la création d'entreprises pour les jeunes. Et je vous assure
que les jeunes sont déterminés lorsqu'on leur dit on vous prête de l'argent pour entreprendre une activité. Ça fonctionne. Bien. Les premières entreprises que j'ai mises en place avec mes collègues sur place, elles étaient conduites par des jeunes qui étaient des meneurs de révolte. D'accord. Et qui aujourd'hui, pour certains, sont de gros entrepreneurs locaux. Sur place. Sur place. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect humain, c'est-à-dire c'est créer une dynamique de développement économique pour les jeunes. Non. Parce que ce sont ces jeunes-là qui, sans espoir de travail, souvent Deviennent, sont poussés par leurs parents à dire non. Bien. Le deuxième aspect, les sommes qui sont reçues. On pourrait les prendre une partie également. Comment vous appelez ça, les taxes les contributions locales qui sont payées par les sociétés. Mais de façon transparente. On peut dire, voilà, il y a, je ne sais pas moi, pour toutes les sociétés qui sont sur place, imaginons qu'il y ait 10 millions de dollars, par exemple. On dit, voilà, il y aura 5 millions consacrés auprès aux jeunes pour les créations d'entreprises. Et vous verriez que dans 10 ans, la région de Bokeh serait une région hyper dynamique. Vous auriez des entreprises de toutes sortes, Absolument. y compris des entreprises de sous-traitance pour les sociétés minières. Deuxième chose, on dit par exemple les 5 millions, mais l'État va être partenaire et prêteur d'argent à un groupe de capitalistes qui va mettre en place une société d'électricité. Bien. Et qui va se développer progressivement. Cette société d'ailleurs peut être en partenariat avec EDG. Mais imaginez Bokeh, Kolaboui, Kamsar, Sangaredi, ces populations voient qu'il y a une société qui se met en place. Et puis il y a, je ne sais pas moi, 10 000 raccordements qui sont faits une année. L'année suivante, il y en a 20 000. L'année d'après, il y en a 30 000. Vous voyez? Et puis des travaux sérieux, de bons raccordements, les gens payent, les gens sont prêts à payer. Vous voyez? Et bien ils vont se dire, ben ça y est, nous sommes dans une dynamique positive. Tout à fait. Et il n'y a aucune raison à ce moment-là de se révolter, puisque c'est un plan qui a été élaboré en accord avec eux. Bien. Voilà. C'est ça un peu la solution, le modèle économique viable qu'il faut pour ces zones minières. Je veux dire, c'est les mêmes problèmes dans toutes les zones minières aujourd'hui. Il y a des problèmes par exemple à Kérouané, il y a des problèmes un peu partout où il y a des sociétés minières. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi remettre en cause peut-être le modèle, je ne sais pas, la politique minière du pays, mais peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Je vous donne juste 30 secondes, une minute au plus, pour réagir à ce cadre de convention ou ce contrat entre par exemple la Guinée et la Chine où on parle de 20 milliards de dollars et les bauxites notamment de la zone de Bokeh sont aussi concernés. Quel est le regard que vous avez porté sur ce contrat-là entre la Guinée et la Chine? Alors je suis extrêmement éloigné de ce contrat. Je veux parler simplement de son apparence. Je dirais qu'il y a de l'argent qui est prêté à la Guinée. Et en contrepartie, la Guinée, par les appels d'offres pour l'attribution de concessions, va sélectionner des sociétés chinoises. Ces sociétés chinoises vont travailler comme toutes les sociétés minières qui sont en Guinée, vont payer des impôts, mais une partie de ces impôts, toute ou partie de ces impôts, sera affectée au remboursement des sommes qui auront été prêtées à la Guinée. Mais la Guinée s'est engagée, parce que ces prêts, l'argent correspondant à ces prêts, soit consacré à la réalisation d'investissements. Vous voyez? Bon, première chose, il faut vraiment que ce soit consacré à la question de l'investissement, parce que c'est notre grosse faiblesse. Deuxième chose, il faut véritablement que ces investissements-là soient entretenus. Bien. Parce que nous avons une qualité, c'est de construire. La qualité que nous n'avons pas, c'est d'entretenir. Vous voyez? Donc il faut que ces investissements soient entretenus. La troisième chose, il faut aussi penser à ce que la majeure partie de ces investissements soient des investissements productifs. C'est-à-dire qui produisent du résultat, qui produisent de l'argent. Par exemple, vous construisez une autoroute ou un genre d'autoroute. Des hôpitaux. Entre Conakry et Dabola, je veux dire, ça ne choquerait personne de dire, mais vous allez payer 5 000 francs. Vous voyez, pour faire le trajet sur une bonne route. Vous voyez, et si demain il y avait une excellente route entre Conakry et chez moi, dans le Moria, ça ne choquerait personne de payer 2 000 francs de péage. Mais aussi, l'argent de ce péage doit servir à entretenir l'infrastructure.
pour que l'infrastructure soit pérenne, Absolument. pour que nous ayons aussi, nous, la durée dans la qualité. Bien. Vous voyez? Voilà donc, Monsieur Kemoko Touré, on est pris par le temps. Les autres sujets, nous les aborderons à d'autres occasions. J'ai parlé par exemple tout à l'heure de la politique minière de notre pays et tout autre sujet lié au monde des mines dans notre pays. On en parlera prochainement. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. À très bientôt. Merci de votre invitation. Ouais. À vous, merci de votre fidélité. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi cette semaine au compte de Café Débat. Je vous retrouve lundi pour continuer l'aventure. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.